Bienvenue sur notre webinaire dédié à l'épargne financière ce matin. J'espère que vous m'entendez tous. Merci de vous joindre à nous. Nous avions envie ce matin de vous proposer de partager nos analyses et notre vision des marchés financiers suite à cette période inédite que nous venons de vivre. Voilà, le Covid a bouleversé vos vies, le Covid a bouleversé nos économies mondiales et bien sûr, le Covid a bouleversé les marchés financiers. L'idée ce matin, c'était donc de partager avec vous le scénario macroéconomique de Vega Investment Manager, qui est une des sociétés du groupe Caisse d'épargne dédiée à la gestion d'actifs pour les investisseurs privés. Marc Ries, son directeur général, nous rejoindra pour cet exercice en deuxième partie. En attendant, moi, je vais vous présenter les différentes classes d'actifs et la façon dont aujourd'hui on vous propose un accompagnement sur la construction de votre épargne. Et enfin, nous terminerons sur une présentation de Clémence Perrault qui travaille pour la société de gestion Mirova. Elle est spécialiste en investissement durable parce qu'il est important aujourd'hui de se projeter à long terme sur nos investissements et puis reconstruire un monde de demain qui sera probablement différent de celui qu'on a connu avant ce choc Covid, voilà, qui nous fait nous réunir aujourd'hui. Voilà. Alors, je vous propose quelques slides pour accompagner mon propos. Il est en train de se charger. J'espère que vous l'avez tous à l'écran. Alors, voilà. Donc l'idée en préambule, c'était voilà de revenir sur la construction d'un portefeuille et la construction d'une stratégie d'épargne qui s'adresse, et c'est important de le dire en préambule, à tous les clients. Voilà, les clients plus jeunes, les clients moins jeunes qui ont des stratégies pour leur retraite par exemple. On verra les différents cas de figure que l'on peut rencontrer, pardon. Et l'idée, c'était du coup de commencer en regardant ce qu'on appelle l'univers d'investissement. En fait, quand il s'agit de gérer votre épargne, on a différents choix possibles dans ce qu'on appelle l'allocation d'actifs. Donc, l'idée, c'est de construire au travers de différentes composantes que vous retrouvez toutes sur ce graphique. Alors, ce graphique, il se lit de plusieurs façons. Donc, on couple l'horizon d'investissement avec le rendement que l'on espère avoir sur une classe d'actifs. Plus on va rechercher un rendement élevé, plus on va être sur des actifs qui comportent du risque en général, et plus du coup on va devoir allonger son horizon d'investissement. C'est ce qu'on le retrouve en horizontal dans le graphique. Alors là, les bulles représentent les grandes thématiques que l'on retrouve dans les portefeuilles donc de placement. C'est pas complètement exhaustif, hein. Il y en a d'autres. On a pris les principales. Donc tout en bas à gauche, on retrouve vraiment les placements qui sont sans risque, ceux qui vont permettre de rémunérer ce qu'on appelle l'épargne de précaution, l'épargne disponible rapidement pour faire face à des besoins qui ne seraient pas prévus, parfois aux aléas de la vie. Et ensuite, plus on se déplace vers la droite du graphique, plus on va être sur des classes d'actifs qui rentrent dans ce qu'on appelle la diversification, qui vont être des moteurs de performance plus importants dans les portefeuilles, comme par exemple les obligations. Les obligations, c'est quand un investisseur en fait prête des capitaux à une entreprise qui en a besoin pour se développer, à une entreprise ou à un État, hein, on distingue les deux. Et ensuite, on va retrouver d'autres classes d'actifs de plus en plus risquées. Donc, on a les produits structurés, les actions qui parlent un peu plus à tous, mais également l'immobilier, auquel on pense parfois moins dans les portefeuilles financiers. On pense plus à l'immobilier détenu en direct. Hein. Je fais un investissement pour ma résidence principale, je fais un investissement locatif.
on peut aussi intégrer de la pierre papier, donc des investissements immobiliers dans les portefeuilles. Et tout en haut à droite, on retrouve aussi le private equity. C'est un terme anglais pour définir l'investissement au capital d'entreprise. Aujourd'hui, on a la possibilité de placer une partie de ces capitaux dans des fonds d'investissement qui financent le développement d'entreprises non cotées. Ça sont des thèmes que l'on développera de plus en plus puisqu'il s'agit de financer l'économie réelle. Voilà. Alors, une fois que l'on a vu toutes ces classes d'actifs, on se dit, bon, horizon d'investissement, espérance de rendement, on a parlé de risque. Il nous paraissait intéressant de partager avec vous les différents risques que l'on peut identifier dans la gestion de portefeuille et dans l'investissement sur les marchés financiers. Je ne vais pas redéfinir tous les risques en fait qui sont repris là, ce sont les principaux. Donner une définition d'un ou deux. Ce qui est important, c'est de se dire que quand on place des capitaux, qu'on a une allocation d'actifs, souvent on va retrouver un ou plusieurs de ces risques. Ce qui va être capital, c'est d'apprendre finalement à les gérer. C'est de faire en sorte que l'on ne concentre pas tout l'investissement du portefeuille sur une même nature de risque ou sur un même niveau de risque. Et c'est pour ça que l'on rappelle, en plus de la définition des risques, trois notions qui sont assez importantes dans les portefeuilles et dont peuvent vous parler vos conseillers. C'est les notions de volatilité. La volatilité, c'est la variation à la hausse ou à la baisse d'une classe d'actifs. C'est la sensibilité. La sensibilité, c'est plus concernant les obligations et leur variation de prix en fonction de l'évolution des taux d'intérêt. Et c'est aussi le principe de corrélation, de se dire que dans un portefeuille, dans un placement quel qu'il soit, il faut éviter d'avoir trop de corrélation entre les différentes lignes, parce que la corrélation, donc, c'est le lien qui existe entre deux lignes, entre deux actifs. Si on a trop de corrélation, trop de liens, ça veut dire trop de ressemblances et du coup trop de concentration des risques. Une petite définition avant de passer au slide suivant. Juste, qu'est-ce que le risque de taux? Le risque de taux, c'est la baisse de valeur de l'instrument financier en cas de variation des taux d'intérêt. Donc, le risque de taux, on va le retrouver souvent quand il s'agit de parler d'obligations. Quand les taux d'intérêt varient, le cours de l'obligation peut varier. Le risque de crédit, c'est le risque qu'un émetteur, là encore d'obligation, finalement ne rembourse pas la dette qu'il a souscrit au travers de cet emprunt obligataire. On va reprendre aussi, par exemple, le risque de change qui intervient quand vous souscrivez un placement dans une devise qui n'est pas votre devise de lieu de vie. Par exemple, aujourd'hui, on est en France, on a des charges et des revenus en euros. Si on investit demain en dollars, on a un risque lié à la devise dollar. On a des moyens pour s'en prémunir. On pourra vous les expliquer par la suite. Et puis enfin, le risque de liquidité, sur lequel je voulais revenir, parce que finalement, on le regarde pas toujours. On se dit souvent quand on achète une action ou un placement sur les marchés financiers, on peut perdre en capital. C'est-à-dire, on peut avoir une variation à la baisse de la valeur que l'on a achetée. Par contre, on se pose très peu la question de savoir est-ce que si demain je veux reprendre ce titre, cette action que j'ai achetée, est-ce que je vais trouver un acquéreur automatiquement et au prix de marché de cette valeur? C'est ça le risque de liquidité. Le risque, c'est qu'il n'y ait pas d'acheteur, de contrepartie au prix au moment où l'investisseur veut revendre sa ligne. Voilà. Alors, heureusement, dans les grands marchés actions du type CAC 40 que vous connaissez probablement, les volumes et les contreparties sont tels qu'on n'a pas de risque de liquidité. Le risque de liquidité, on va le trouver par exemple sur de l'immobilier que l'on détiendrait en direct, par exemple, si on ne trouve pas un acheteur alors que l'on veut revendre. Voilà. Je vous propose de passer au slide suivant. Donc, on a vu que finalement, il fallait essayer de diversifier les risques.
Moi, j'aime bien cette expression de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Hein. Je pense que parfois, quand on travaille des matières techniques, il faut savoir aussi rester les pieds sur terre et donc revenir aux fondamentaux. En fait, c'est ça le principe de l'allocation d'actifs diversifiés. C'est de se dire qu'en fait, pour éviter de concentrer l'ensemble des risques, je vais essayer d'avoir des placements qui composent mon portefeuille global qui sont différents d'entre eux. Donc, la maîtrise du risque, on en a parlé, c'est important puisque quand je diversifie, j'abaisse le risque global de mon portefeuille. Mais la diversification m'offre aussi d'autres bénéfices, notamment le fait de multiplier ce qu'on appelle, nous, les moteurs de performance. C'est-à-dire que, en général, les marchés financiers ont leur vie. Donc, sur les marchés financiers, vous avez les actions, vous avez les obligations, vous avez l'échange. Au milieu des actions, par exemple, vous avez des secteurs d'activité, vous avez des tailles d'entreprises différentes. En fait, ces différentes classes d'actifs n'auront jamais, au même moment, la même performance. Diversifier les lignes, c'est aussi mettre toutes les chances de son côté pour aller rechercher la performance au moment où elle se présente sur chacune des classes d'actifs. Diversifier, c'est aussi diversifier les enveloppes d'investissement. Parce que on parle beaucoup d'actifs, hein, donc les actifs, c'est ce qui compose le portefeuille. Mais le portefeuille, quel est-il? Donc le portefeuille, ça peut être un compte titre, ça peut être un PEA, qui est un outil qui permet d'investir dans des titres cotés ou non cotés en France et en Europe. Ça peut être aussi de l'assurance vie, qui est une des enveloppes d'investissement privilégiées pour l'investisseur privé. Ce qu'il faut se dire à ce moment-là, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais c'est que la diversification des enveloppes d'investissement, c'est aussi intégrer à la réflexion sur la gestion de votre patrimoine des dimensions qui ne sont pas que des dimensions financières, mais ce sont aussi des dimensions fiscales, c'est-à-dire quelle est la fiscalité, quel est l'impôt que je vais payer sur les revenus de mes placements, sur les plus-values que je vais avoir sur mes placements. Et c'est aussi intégrer une notion qui est de comment je prépare l'avenir, comment je prépare ma retraite demain. Il existe des enveloppes d'investissement spécialisées pour préparer la retraite. Le plan épargne retraite individuel qui est issu de la dernière loi Pacte et qui va arriver très bientôt. C'est aussi l'assurance vie pour transmettre à ses proches demain dans le cadre d'une succession. Voilà. On va passer ensuite à comment je fais du coup une fois que j'ai identifié donc les différentes classes d'actifs, les enveloppes d'investissement, quel choix je fais dans les placements que je vais réaliser. Et bien là, nous, notre conseil, c'est vraiment de recentrer votre réflexion sur votre projet. En fait, la gestion de l'épargne financière, c'est un accompagnement au service du projet personnel. Je pense que c'est très important de remettre ça au centre de la réflexion. Alors là, vous voyez sur la page, on reprend différentes situations que vous pouvez rencontrer. Il en existe d'autres, bien sûr, mais l'idée, ça peut être de se constituer une épargne de précaution. Ça peut être épargner pour financer les études de ses enfants. Là, on voit qu'entre le premier scénario et le deuxième, on n'a pas le même horizon d'investissement. Ça peut être se constituer un capital pour la retraite. C'est aussi obtenir un complément de revenus qui peut être immédiat ou différé. Il est important en termes d'analyse d'épargne et d'analyse d'allocation d'actifs d'à la fois avoir une idée de la valorisation de son patrimoine, mais aussi de l'analyser sous l'angle des revenus. Un placement, c'est pas une décision que l'on prend à un moment donné de façon figée, c'est une décision que l'on prend à un moment donné pour répondre à des objectifs personnels qui doit évoluer dans le temps et qui répond à des sujets de souhait de valorisation, de rendement, mais aussi de besoin de revenus. Enfin, une fois que l'on a bien recentré cette épargne financière
dans son projet professionnel. Là, on rentre dans des considérations de choix. Et les choix, en fait, que l'investisseur privé devra faire dépendent de plusieurs paramètres. Ces choix sont aussi très encadrés par la réglementation, de façon à protéger l'investisseur et à faire en sorte que les propositions d'investissement qui lui seront faites par son conseiller répondent à ces critères de réglementation. L'idée, en fait, c'est de définir ce que l'on appelle le profil investisseur. Comment on définit un profil investisseur? On le définit en se posant la question de quel rendement j'attends de mon épargne. Alors, c'est une question qui a l'air toute simple, mais qui est finalement assez compliquée parce qu'on n'a pas tous les mêmes notions de rendement. Si je vous dis 2%, 3%, 5%, 10%, il est probable qu'aucun de nous qui sommes là aujourd'hui au webinaire n'ayons la même perception d'un bon rendement ou d'un mauvais rendement. Attention, là on passe à la deuxième question, pour quelle prise de risque, puisque un rendement en termes de placement n'est jamais une notion de rendement absolu, le rendement est toujours lié à une prise de risque. Donc la question que je me pose, c'est quel rendement je vais attendre, pour quelle prise de risque je suis en mesure d'assumer. Voilà, alors cette question, quand on se la pose a priori, parfois on a une réponse qui arrive simplement, parfois elle est plus compliquée. Par contre, à l'épreuve du temps, cette question, elle revient sans cesse en fait dans l'analyse que vous allez faire de vos portefeuilles. Et on n'a peut-être pas tout à fait la même notion du risque selon si on est sur un marché qui est haussier ou selon si on est sur un marché baissier. Mais par contre, là, notre conseil, c'est vraiment de garder le cap, de rester sur ce qu'on appelle le couple rendement-risque que l'on a défini au départ. Deuxième notion pour définir le profil investisseur, c'est quelles sont mes connaissances en matière de marché financier et d'épargne financière. Alors, cette question, elle est aussi parfois déroutante parce que voilà, on n'est pas tous des spécialistes de placement financier. Donc l'idée, ça va être d'essayer au travers de questions qui vous seront posées par votre conseiller, puisque tout ça est réglementé et en fait les questions elles existent. Vous allez répondre au fur et à mesure à ces questions qui vous seront posées et cela permettra de déterminer si vous êtes un investisseur débutant, initié, confirmé ou expert. De ces deux composantes, nous retirons donc votre profil investisseur, ce qui permettra ensuite de faire le choix entre un profil prudent, peut-être équilibré, peut-être dynamique, avec une forte appétence au risque et une forte connaissance financière, ou offensif pour certains investisseurs très experts. En conclusion, je vais donner la parole ensuite à Marc Yes pour son scénario macroéconomique. En conclusion, il y a également quelques adages que l'on voulait partager avec vous. En complément de cette analyse technique que l'on vous a proposée, c'est se méfier de ses émotions, parce qu'on sait que nos décisions d'investissement sont quand même très fortement influencées par nos émotions. Garder le cap. En finance de marché, on constate quand même que la constance est source de performance. Il vaut mieux privilégier une approche disciplinée et rester investi, même quand les marchés sont un petit peu chahutés, si on est toujours dans le même profil investisseur qu'au départ. Investir régulièrement est aussi un conseil que l'on souhaitait vous donner parce que cela permet de se constituer une épargne en douceur en amortissant les fluctuations de marché. Enfin, saisir les opportunités, bien sûr. Les périodes de baisse sont parfois très propices pour investir. Et enfin, investir dans la durée, puisque on a constaté sur les 30 dernières années que les périodes de hausse sont en général plus importantes en termes de variation et plus longues que les périodes de baisse. Et investir durablement, pour nous, c'est aussi investir dans la durée, c'est aussi pour nous investir durablement. Aujourd'hui, on le disait en introduction, le monde a changé, le Covid a bouleversé un certain nombre de règles et il nous paraît essentiel de vous accompagner sur une gestion
durable et responsable de votre épargne. C'est la troisième partie qu'abordera Clémence aujourd'hui. Voilà, merci de votre attention. Je passe la parole à Marc qui, j'espère, nous entend. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà. Écoutez, en tout cas, bravo Angélique pour ces très bons conseils aux épargnants. Je pense que c'est bien investir en bourse. Je voulais juste, pour ma part, faire un petit résumé de ce qui s'est passé déjà dans les mois qui ont précédé et de vous dire un petit peu sur tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les marchés et comment finalement investir aujourd'hui, où est-ce qu'on en est et, et, euh, et quand. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut dérouler les slides, peut-être. Voilà. Globalement, ce que il faut retenir de cette crise, c'est qu'en fait, très vite, dès la fin du mois de février, en fait, les marchés ont compris que les économies allaient être mises à l'arrêt pendant un certain nombre de semaines, voire de mois. Et donc, en l'espace de quelques semaines, on a vu un décrochage massif des marchés financiers. Ce décrochage massif, euh, il s'est produit finalement juste avant la période de confinement. Voilà. Alors, on va voir ça sur le graphique. Voilà. On a eu, vous le voyez, entre finalement le 19 février, où on avait un CAC vers 6130, et la veille du confinement, le 16 mars, un décrochage d'à peu près 40% des marchés d'actions. Alors, plus ou moins important selon les pays, ça a été particulièrement marqué, évidemment, en Europe, mais en tout cas, on a eu un ajustement très rapide. En gros, quelle est la raison de ça? C'est que une économie qui est confinée tourne à peu près aux 2 tiers de sa production normale. Donc vous perdez à peu près un tiers de la richesse produite par mois, c'est-à-dire au niveau annuel, à peu près 3% finalement du PIB annuel pour chaque mois de confinement. Donc très vite, on a fait tourner les petites machines à calculer et on s'aperçoit à ce moment-là que beaucoup d'entreprises pour lesquelles on attendait un bénéfice en 2020 vont finalement être en perte. On s'aperçoit évidemment que un certain nombre d'acteurs même pourraient ne pas survivre à cette crise dans des secteurs particulièrement exposés. Et donc, on a cet ajustement très important. Et qu'est-ce qui fait que dès la mi-mars, finalement, on a un rebond assez important des marchés? C'est le fait qu'on a une réaction, cette fois-ci, et surtout comparativement aux crises précédentes, une réaction extrêmement rapide et efficace des autorités. Et alors, cette réaction, elle a été, si vous voulez, de deux natures. D'abord, vous avez des banques centrales qui ont massivement injecté de la liquidité parce que quand vous avez une crise comme ça, toutes les entreprises, évidemment, veulent sécuriser leur trésorerie, mobiliser leurs lignes de crédit, et donc elles tirent en fait leur trésorerie, et pour le coup, eh bien, ça crée, si vous voulez, une crise financière majeure euh, qui, euh, qui vient assécher complètement la liquidité dans les banques, sur les marchés monétaires, etc. Donc la première, ça a été la Réserve fédérale qui a ouvert des guichets spécifiques pour financer tout ça. Et elle a été suivie très vite par toutes les autres grandes banques centrales qui ont injecté des milliers de milliards de dollars, d'euros pour justement faire face à ces besoins de trésorerie que les entreprises mobilisaient. Le deuxième point, c'est que, évidemment, c'était bien d'alimenter le marché en liquidité, mais vous le voyez bien, ça ne suffit pas à le rassurer sur la reprise de l'activité. Et là, sont entrés en jeu les gouvernements et les mesures budgétaires. Et là encore, on a vu des gouvernements très réactifs. Alors,
en particulier dans un premier temps aux États-Unis, bien sûr, puisque le Trésor américain a mis près de 3 000 milliards de dollars sur la table. Hein, c'est à peu près 15% du PIB annuel des États-Unis, donc c'est pas rien, pour prendre à sa charge finalement les conséquences de cet arrêt de l'économie, en payant finalement les salariés qui se retrouvaient au chômage, en aidant les petites entreprises qui en avaient besoin, en soutenant les secteurs en grande difficulté comme le pétrole ou le transport aérien. Et finalement, avec ces mesures très importantes, le marché s'est dit, finalement, cette crise, c'est moins les entreprises qui vont en payer le prix, même si certaines, évidemment, sont très affectées par elles, ce sont les États, finalement, qui, par leurs mesures de soutien, vont supporter le coût de la crise. Et là, c'est ce que vous voyez sur le graphique, cette première phase, finalement, du rebond des marchés qui s'est déroulée entre mi-mars et début avril. Et dès début avril, on revenait finalement sur un CAC 40 autour de 4500 parce que on voyait que les États avaient été très présents, les banques centrales aussi, sur cette crise. Et puis, comme vous le voyez, pendant un certain nombre de semaines, entre début avril et la fin du mois de mai, pendant un peu moins de 2 mois, on a eu des marchés qui évoluaient dans un canal relativement étroit. Vous voyez en particulier sur les marchés européens, ils ont finalement assez vite pu renouer avec ces niveaux de 4003, 4004, 4005, mais ils y sont restés pendant près de 2 mois sans tellement bouger. Pourquoi est-ce qu'on a assisté à ce phénomène? On va essayer de vous l'expliquer simplement. Le sujet, si vous voulez, c'est comment peut-on euh, euh, évaluer l'impact sur les économies de cette crise. Donc on l'a vu, on l'a dit, un mois de confinement, c'est 3% à peu près à l'échelle annuelle de PIB perdu. Et donc on a eu une première vague d'estimation. Alors je vous ai mis là celles du FMI qui sont les plus pessimistes. C'est pour vous montrer, pour le coup, le scénario le plus gênant. Vous voyez que très vite, il est apparu que le pays qui serait le plus attaqué par cette crise, à la fois parce qu'elle y avait été particulièrement grave et parce qu'il était déjà un peu en difficulté, ça a été l'Italie. L'Italie, vous voyez, dès avril, le FMI a estimé que la contraction de l'économie sur 2020 serait d'un peu plus de 9% et que la reprise en 2021 ne serait que de 4,8%. Vous voyez que cette contraction, il faut voir qu'elle est forte dans 3 pays, vous le voyez, hein, c'est la France, l'Italie et l'Espagne. Ce sont des économies qui étaient déjà assez dépendantes du tourisme, de la consommation des ménages, etc. Vous voyez qu'une économie, par exemple, comme l'économie allemande, qui est plus basée sur la production industrielle, etc., elle, finalement, ne se contracterait que de 7,8% en 2020. Et donc, très vite, le marché s'est dit, c'est bien que les États aident les entreprises, soutiennent la consommation des ménages, mais en ont-ils les moyens? Et en fait, si vous voulez, on est rentré à ce moment-là dans une deuxième phase un peu de la crise qui ne consistait plus à essayer d'estimer l'impact sur les économies, mais qui consistait à savoir si les États auraient la capacité à financer finalement les énormes déficits que cette crise allait susciter. Et là, je vais vous montrer un autre graphe, si j'arrive à le retrouver, voilà, il est là. C'est que, vous voyez, la situation de l'Italie, avant même la pandémie, c'était un déficit public d'à peu près 137% de la production de richesse. Donc un niveau élevé. Et sous l'effet conjugué de la baisse du PIB qui était anticipée et des dépenses publiques qui allaient être nécessaires, vous voyez que les pires prévisions, je vous mets toujours les pires, mais
ça permet d'avoir un cadrage quand même. Le déficit public italien pourrait dépasser les 180% du PIB. Donc là, on se rapprochait évidemment, si vous voulez, de la situation qu'a connue la Grèce en 2012. Donc ça rappelle de très mauvais souvenirs aux investisseurs. Et donc tout le sujet, c'était est-ce qu'on a le risque que vienne se rajouter finalement à cette crise sanitaire une crise de la dette publique, donc pas seulement une crise économique pour le coup, une crise de la dette publique avec une Italie qui pourrait avoir du mal à se refinancer. Et là, c'est ce qui fait que, vous l'avez vu tout à l'heure, on a depuis mi-mai une nouvelle phase d'évolution positive des marchés, puisque on avait longtemps stagné autour de 4500, puis on est monté maintenant, depuis début de juin, tester les 5000 points. C'est que il y a une lecture des marchés qui est plus favorable sur ce qui est en train de se passer en Europe. Si vous voulez, quand vous avez comme ça des États qui sont face à un endettement extrêmement fort, ils ont en gros quatre possibilités, quatre solutions. La première solution, ça consisterait à restructurer leurs dettes, c'est-à-dire ne pas rembourser une partie de leurs emprunts, en étaler par exemple le remboursement sur un certain nombre d'années, à ne rembourser qu'une partie de leurs dettes. Le gros inconvénient de cette situation, outre que ça crée, vous l'imaginez, un choc énorme sur les marchés financiers, puisque pour le coup, il y a des pertes colossales à absorber par les investisseurs, c'est que, en plus, l'État qui fait ça ne peut plus ensuite émettre sur les marchés pendant de nombreuses années. C'est arrivé, vous le savez, à l'Argentine, à d'autres pays dans le passé. Or, la situation de l'Italie aujourd'hui, c'est qu'elle a besoin d'argent. Et donc, si vous voulez, cette solution de la restructuration de la dette, elle n'était pas vraiment applicable à ce cas-là. Et donc, on l'a assez vite écarté. On a assez vite pensé que ce ne serait pas la solution qui serait retenue cette fois-ci, que les Européens ne commettraient pas à nouveau l'erreur qu'ils ont commise en 2012 en laissant la Grèce faire faillite et restructurer sa dette. La deuxième possibilité, et elle a été crainte également par pas mal d'investisseurs particuliers pendant un temps, c'était la création d'impôts exceptionnels, donc surtout d'impôts richesse, pandémie, etc. Ça a été évoqué par un certain nombre de démagogues. Et à côté de ça, si vous voulez, on avait même entendu des craintes de confiscation, finalement, d'une partie de l'épargne des particuliers par les États. Ça s'est fait, par exemple, en 2012 à Chypre. L'État chypriote s'était servi sur les comptes bancaires. Il avait ponctionné la moitié des comptes bancaires supérieurs à 100 000 euros. Mais ce qui se passait à Chypre à l'époque, c'est que l'essentiel de ces dépôts appartenaient à des structures opaques qui étaient détenues, en fait, par des résidents russes. Et donc, c'était passé de manière relativement acceptable à ce moment-là par les différents États. Mais cette solution, évidemment, elle est beaucoup moins facile et possible à mettre en œuvre quand ce sont vos propres ressortissants, vos électeurs, etc. Donc, c'est quelque chose aussi que très vite on a écarté parce que on s'est dit, si l'idée c'est de relancer l'économie et la confiance, ce sera certainement pas le bon moyen d'y arriver. Et donc, en fait, on arrivait, si vous voulez, à une solution qui était un mix de solidarité au niveau européen et de monétisation de la dette. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Ce qui a été très regardé, ça a été comment les différents pays européens arrivaient à se mettre d'accord sur le financement d'un plan de relance. On l'a dit tout à l'heure, aux États-Unis, très vite, ils ont mobilisé 3 000 milliards de dollars pour assumer les conséquences de cette crise et financer la relance. En Europe, il y avait eu très peu de choses de fait. En fait, le premier plan, celui de la mi-mars, c'était un plan de 540 milliards, donc vous voyez à peu près 6 fois moins qu'aux États-Unis, pourtant les deux économies sont à peu près comparables. Et encore, dans ces 540 milliards, 240 venaient du mécanisme européen de solidarité sous forme de prêts, 200 de prêts de la Banque européenne d'investissement aux entreprises en difficulté, et seulement 100 étaient vraiment une aide directe aux États.
Donc c'était relativement faible. Et ce qui s'est passé le 18 mai, c'est que Macron et Merkel se sont accordés sur un plan de soutien à la zone euro commun. C'est-à-dire que pour la première fois, les Allemands ont vraiment lâché sur le principe d'émettre des dettes au niveau de la Commission européenne qui seraient mutualisées en fait entre les différents pays, dont eux. En gros, ça veut dire que quelque part, c'est l'Allemagne qui garantit par sa solvabilité les emprunts de la zone euro. Vous comprenez pourquoi sur ce graphique, puisque vous le voyez, la dette de l'État allemand avant la pandémie, c'était seulement 61% de son PIB. Donc, en gros, les critères de Maastricht d'origine, c'est évidemment un des pays très vertueux de la zone euro. Et donc, le fait que Merkel ait accepté ce principe d'une aide commune de l'Europe aux pays les plus en difficulté, ça a évidemment été un très bon signal qui a été envoyé au marché, qui pour le coup se sont moins préoccupés, si vous voulez, de ce risque de faillite de l'Italie. Et finalement, vers quoi va-t-on? Bien, on va au-delà de ce plan, parce que là encore, on parle de 750 milliards, mais là aussi, ce sera certainement pas suffisant pour financer tous les besoins des différents États de la zone euro. Eh bien, on va vers cette solution de monétisation de la dette. Alors ça c'est quoi? C'est le fait que la Banque centrale européenne, comme le fait la Réserve fédérale d'ailleurs, rachète massivement sur les marchés les emprunts qu'émettent les différents États et elles permettent ainsi que les taux d'intérêt que payent ces pays soient extrêmement faibles et ça leur permet de se financer à un coût intéressant. Et l'idée, c'est que cette dette que la Banque centrale va acheter sur le marché, eh bien, elle risque de la garder extrêmement longtemps. Et si vous voulez, qu'est-ce que c'est que la monnaie? Et pourquoi on parle de monétisation? C'est qu'en fait, quand vous êtes une banque centrale, vous avez, comme toutes les entreprises, un actif et un passif. À l'actif, vous avez évidemment les emprunts des États de la zone que vous couvrez et dans lesquels vous investissez, et c'est ça que vous détenez, c'est ça votre actif. Et puis au passif, vous avez deux choses. Quand vous êtes une banque centrale, vous avez des fonds propres, comme tout le monde, mais vous l'imaginez, les fonds propres d'une banque centrale, c'est très peu par rapport à tous les actifs qu'elle va détenir. Et le reste de son passif, eh bien, c'est la monnaie. En fait, la monnaie, c'est quoi? C'est juste le passif de la banque centrale au-delà de ses fonds propres. Et donc, en fait, ça veut dire que eh bien, la banque centrale crée de la monnaie, imprime du papier d'une certaine manière, même si ce n'est pas toujours sous cette forme-là, bien sûr, et ainsi accroît la quantité d'argent qui est mise à la disposition des États pour pouvoir faire face à leurs dépenses. Donc là, voilà. Et ça, si vous voulez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec cette crise, on est allé un cran plus loin, à la fois dans la solidarité entre les différents États européens, dans la construction européenne du point de vue économique et financier, mais aussi on est allé un cran plus loin dans la posture des banques centrales, en particulier des grandes banques centrales, Réserve fédérale américaine, Bank of England, Banque du Japon, BCE, sur le fait que c'était elle qui finalement allait pendant très longtemps financer les dépenses nécessaires à cette relance. Et c'est ça qui a fait, si vous voulez, que les marchés financiers ont pu remonter et aller mieux. Alors, je suis passé rapidement sur le cas du pétrole, j'avais un slide là-dessus, mais pour vous dire qu'en plus, évidemment, avec l'effondrement des transports, des déplacements, de l'aérien, la production pétrolière est devenue très supérieure à la consommation, et donc ça a provoqué de gros soubresauts sur le marché du pétrole. Ça va un petit peu mieux maintenant parce que les États producteurs se sont mis d'accord pour réduire un peu la production, mais ça reste évidemment un sujet à surveiller parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, euh, la reprise des économies ne suffit pas encore à absorber la totalité de cette production. Donc globalement, euh, pour vraiment bien expliquer tout ça, on se dit finalement j'ai relativement intérêt à rester investi parce que au-delà du fait que l'économie, on comprend, va énormément souffrir de ce qui s'est passé là, et c'est pas terminé, il y a ces banques centrales, et derrière ces banques centrales, ces États, qui vont pouvoir prendre à leur charge une partie du coût de cette crise
et injecter de l'argent pour financer des opérations de relance. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est qu'au-delà du fait de se dire il faut rester investi, c'est se dire investi sur quoi? Et c'est ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez, tout ne se vaut pas. Alors, quand vous regardez ce qui s'est passé en fait sur cette période depuis le début de l'année, selon le secteur sur lequel vous étiez investi en bourse, le sort que vous avez connu a été extraordinairement hétérogène. Ce qui s'est passé en fait, c'est que des secteurs qui étaient sensibles finalement au cycle de l'économie ont énormément souffert. Alors, vous le voyez dans le bas du slide que je vous montre, il y a 6 secteurs de l'économie qui ont particulièrement été affectés. Évidemment, les banques, parce que qui dit monétisation de la dette dit taux d'intérêt durablement très bas. Or, vous le savez, les taux d'intérêt, c'est quand même la composante principale du chiffre d'affaires d'une banque, au-delà de toutes les charges qu'elle peut avoir, des risques qu'elle prend, etc. Donc, ça a été une crise qui a été très destructrice pour le secteur bancaire, pas seulement européen, les banques américaines ont également beaucoup souffert. Évidemment, deuxième secteur très affecté, et c'est logique, on en a parlé, c'est le pétrole, surtout que, je pense qu'on se parlera après moi, c'est des métiers qui sont certainement appelés à relever de très grands défis dans les années à venir. De la même manière, les matières premières, évidemment, quand la production s'arrête, elle consomme moins de matières premières. Le secteur des loisirs, alors le secteur des loisirs, il y a 2 grandes composantes, il y a les compagnies aériennes, Air France, etc. Et puis les groupes hôteliers, les Accor, les Intercontinental, les Hilton, etc., qui ont également beaucoup baissé. Un secteur très affecté aussi, ça a été l'automobile. Alors, l'automobile, alors qui repart bien depuis quelques semaines, mais qui a énormément souffert aussi de l'arrêt des ventes et des excès de stock. Et puis, le secteur des assurances, qui évidemment va devoir payer une partie de la note. Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est que de l'autre côté de ce spectre-là, vous avez des métiers qui sont beaucoup moins sensibles au cycle économique, qui offrent une bonne visibilité sur ce qui peut se passer du côté de leur chiffre d'affaires dans les années qui viennent, qui ont des réserves de cash extrêmement importantes. Vous savez que dans le cas d'Apple, c'est plus de 200 milliards de dollars de trésorerie, par exemple, et surtout qui bénéficient de tendances structurelles de long terme. En fait, si vous voulez, et c'est ce qui a fait tout le succès de notre gestion chez Vega dans les années passées, c'est qu'on s'appuie sur des tendances de consommation, de besoins, qui sont portés par le fait que, bien évidemment, il y a au niveau mondial des classes moyennes dans les pays émergents qui de plus en plus adoptent le mode de vie des pays occidentaux, des pays développés, et qui, de ce fait, viennent accroître les volumes dans un certain nombre de métiers. Et là, vous voyez que dans ces métiers-là, finalement, la crise n'a pas frappé, au contraire, elle a même été un accélérateur de changement. Le secteur de la technologie, par exemple, en Europe, gagne près de 9% depuis le début de l'année. Le secteur de la pharmacie gagne 3%. Ce qu'on appelle les services collectifs, ce sont, vous savez, des entreprises comme Suez, comme Veolia, qui traitent l'eau, les déchets, etc., qui elles aussi, finalement, sont sur des business models peu sensibles au cycle économique. Et puis, des secteurs comme la grande distribution ou les biens de consommation. Dans les biens de consommation, on entend principalement, là, dans ce secteur-là spécifiquement, les valeurs du luxe et les valeurs de la cosmétique comme L'Oréal, etc., qui ont très, très tenu, elles étaient encore au plus haut ce matin, historique. Donc là, vous voyez qu'il y a tout un pavé de valeurs qui ont très, très bien résisté à cette crise. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, et je reviens un instant sur ça, c'est que finalement, qu'est-ce qui est vraiment le secteur intéressant aujourd'hui à regarder? C'est au milieu de ce tableau, si la personne qui a changé le slide peut le restaurer, au milieu de ce tableau, donc, les différents secteurs qui ont souffert de cette crise, parce que évidemment, elle a été très violente, mais qui, dans le temps, vont pouvoir renouer avec un niveau normal d'activité. Et là, je pense par exemple
aux valeurs industrielles, aux valeurs de l'agroalimentaire, aux valeurs de la construction, les Vinci, ces entreprises-là, qui, évidemment, petit à petit, vont retrouver un niveau normal d'activité. Donc voilà, je pense qu'au-delà du fait qu'il faut, et Angélique l'a dit très justement, beaucoup diversifier, bien connaître son appétence au risque et ses projets, et investir régulièrement, c'est qu'il faut vraiment aller sur des secteurs très porteurs en termes d'avenir. Et ça donne justement l'occasion d'introduire la présentation de Clémence qui va vous parler justement de la prise en compte dans ces choix d'investissement, et c'est nécessaire, des critères environnementaux, sociaux, climatiques. A priori, nous avons perdu Marc Riez, qui, je pense, arrivait à la fin de sa présentation. On vous rappelle l'idée de vous présenter les différentes classes d'actifs, la stratégie d'investissement, vous proposer un point macroéconomique, donc l'analyse de la situation macroéconomique et de quelle façon on peut en tirer des règles pour nos investissements demain. Et puis, on souhaitait aussi vous parler d'investissement durable. Donc, je vais passer la main à Clémence pour ce sujet-là. Clémence, c'est à toi. Bonjour, je l'entends. Le webinaire est-il réservé aux personnes plutôt aisées financièrement? À partir de quelle somme de côté peut-on être intéressé et à quel âge? Alors, pour nous, ce webinaire, il s'adresse à tous les clients privés, en fait, hein, toutes les personnes qui, à un moment donné, ont envie de préparer l'avenir, de réfléchir à leur épargne. Tout le monde est concerné par l'environnement macroéconomique et l'environnement financier. Et presque, moi, j'aurais tendance à dire, ce sont les petits fleuves qui font des grandes rivières, et on peut commencer très tôt à épargner avec des sommes qui sont dans les moyens d'un certain nombre de personnes, et on peut investir notamment sous forme d'abonnement dès 15 € sur certains contrats à la caisse d'épargne, par exemple. Et du coup, nous, le conseil que l'on peut donner notamment aux jeunes qui nous écoutent, c'est effectivement de très tôt évoquer ces sujets-là avec son conseiller, et qui vous saura vous accompagner sur ces sujets. Voilà. Alors, une deuxième question qui a été posée donc dans le chat et à laquelle Marc pourrait peut-être répondre. Marc, est-ce que tu nous entends? La question t'a été envoyée. Bon, alors visiblement, Marc ne nous entend pas. Donc, de toute façon, pour les questions qui ont été posées et auxquelles nous ne pourrons répondre, on va tenter de vous apporter une réponse par la suite. Donc, une autre question donc que je vais prendre du coup. Alors, qu'est-ce que l'on avait? On avait une question sur les SCPI. Alors, les SCPI, ce sont des sociétés de placement immobilier
ce sont les fameuses que nous évoquions tout à l'heure en préambule. Donc, on peut effectivement intégrer dans les portefeuilles de la pierre papier. On peut le faire sur certains comptes titres. On peut le faire également sous certaines conditions dans les assurances-vie. Alors, donc la question c'était l'achat de SCPI dans la conjoncture actuelle reste-t-il toujours un placement sûr et attractif? Alors, il y a plusieurs questions en fait dans cette question. Alors déjà, il est important de se demander de quel SCPI on parle, puisque finalement l'immobilier c'est très large. L'immobilier, ça peut être de l'immobilier d'habitation, ça peut être de l'immobilier de défiscalisation. Il existe des lois qui permettent à des investisseurs d'avoir des réductions d'impôts en investissement dans de l'immobilier locatif. Ça peut être aussi de l'immobilier de bureau, ça peut être de l'immobilier de commerce, ça peut être de l'immobilier d'activité, des entrepôts. Donc, vous voyez, cette thématique en elle-même est déjà très large. Là encore, le principe de diversification paraît être une bonne réponse si on veut minimiser le risque de cette classe d'actifs, des SCPI. Donc, nous, notre préconisation, ce serait peut-être d'avoir certaines SCPI de bureau, d'autres de commerce, sachant que ce sont des fonds d'investissement qui, en général, ont un nombre de lignes très important. Et les détentions de ces biens immobiliers existent depuis plusieurs années, se renouvellent effectivement au fur et à mesure du temps, mais cette notion de temporalité est aussi très on va dire, sécurisante pour l'investisseur. Alors, attention, les SCPI ne sont pas des placements sans risque. Simplement, si on se positionne à long terme, l'immobilier, c'est une classe d'actifs dans laquelle on investit à long terme, et bien finalement, aujourd'hui, cela reste des placements qui nous paraissent intéressants dans les allocations d'actifs. Dernier élément de réponse peut-être à vous proposer, c'est qu'en fait, l'immobilier est un placement que nous, on appelle décorrélé des marchés financiers, c'est-à-dire que même si la bourse, les marchés actions ont une forte volatilité, hausse et baisse, notamment en ces périodes compliquées de crise sanitaire, les SCPI, finalement, comme ils ne sont pas soumis directement à la valorisation des marchés financiers, finalement, tiennent assez bien le cap. Voilà. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Je m'adresse à nos organisateurs. Il semblerait que oui. Alors, j'avais une question. Alors, est-ce un bon moment pour souscrire à une assurance vie en unité de compte? Ça, c'est une question qui est une question assez intéressante parce que l'assurance vie, c'est quand même aujourd'hui l'enveloppe d'investissement qui est la plus plébiscitée, on va dire, par les clients privés pour placer leur épargne. L'assurance vie, elle se compose de deux grandes parties. La partie que l'on appelle fonds euros, qui est la partie sans risque. Là, on peut le dire, on a cette partie en fonds euros qui est garantie par la compagnie d'assurance. Et puis une partie en unité de compte. Les unités de compte peuvent prendre pratiquement toutes les formes des classes d'actifs que nous avons présentées en début de webinaire. Pourquoi investir? Alors, est-ce le bon moment pour investir en unité de compte dans une assurance vie? La réponse, elle est plutôt oui, pour deux raisons. La première, c'est que les rendements des fonds euros, donc la partie où le rendement est garanti et le placement est garanti par la compagnie d'assurance, le rendement des fonds euros n'a cessé de baisser ces dernières années puisqu'il repose essentiellement sur, on va dire, un rendement des obligations d'État et des obligations d'entreprise que vont souscrire la compagnie. Et le rendement des obligations dépend des taux d'intérêt. Et ces dernières années, on a assisté à une baisse constante des taux d'intérêt dans le temps. Certains qui ont pu acheter, par exemple, leur résidence principale ou un bien immobilier en ont bénéficié parce que les taux d'emprunt sont relativement bas. Le revers de la médaille, c'est qu'ils sont bas aussi pour l'épargnant qui place sur des emprunts obligataires. Donc ça, c'était la partie fonds euros. Donc, rendement qui baisse sur le fonds d'euros. Aujourd'hui, la sécurité ne rémunère plus
suffisamment pour couvrir l'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation des prix. C'est le fait que vous avez 1 euro aujourd'hui. Cet euro aujourd'hui vous donne un pouvoir d'achat. Dans quelques années, si l'inflation est positive, avec ce même euro, vous n'aurez plus le même pouvoir d'achat. C'est la même chose pour les placements. Quand on regarde la performance d'un placement, il est important de le comparer aussi par rapport à l'augmentation des prix, par rapport à l'inflation. Parce que finalement, votre placement, ce qui est important, c'est qu'il vous donne du pouvoir d'achat demain. Donc, si on reste que sur du fonds euro, aujourd'hui, c'est entre 1 et 1,5% net de rémunération de votre placement. Ce qui veut dire que aller vers des unités de compte est conjoncturellement, indépendamment du Covid, une solution que vous devez envisager pour valoriser votre épargne à terme. Dans la circonstance actuelle, post-Covid, enfin post ou Covid en phase de déconfinement, les unités de compte qui peuvent prendre la forme de fonds communs de placement, de SICAV, d'OPCVM, qui peuvent prendre la forme d'actions, d'obligations, de SCPI, sont très attractifs finalement parce que les valorisations ont baissé. Marc vous a expliqué tout à l'heure que dans le cadre de la crise sanitaire, les marchés ont très fortement baissé début mars et sont ensuite remontés. Aujourd'hui, on a un CAC 40 qui frise les 5000 points. Ça reste une valorisation qui est très en deçà de la valorisation de ces mêmes marchés financiers, par exemple en fin d'année passée. Ce qui veut dire que on a ce qu'on appelle un market timing. On utilise souvent ce terme-là en termes de placement, c'est-à-dire on a une fenêtre d'entrée sur le marché qui est favorable. Donc, notre conseil, c'est effectivement aller aujourd'hui sur des contrats en unité de compte, oui, évidemment dans le respect de votre profil investisseur. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Oui, visiblement. Alors, une question un petit peu technique. Alors, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions avant ce webinaire et pendant, donc voilà, on est très content, on vous en remercie. On ne pourra pas répondre à toutes, malheureusement. On va peut-être trouver un format qui nous permette de vous transmettre des réponses à certaines ou individuellement. Donc, ça, après le webinaire. Donc, une dernière qui est effectivement assez technique. Quels sont les instruments financiers que l'on peut mettre dans le PEA? Alors, le PEA, c'est une enveloppe d'investissement qui permet d'investir en titres d'entreprise. Donc, en titres cotés, donc des actions du CAC 40, on prend cet exemple-là. Alors, des actions du CAC 40, parce que le PEA doit contenir des valeurs qui sont françaises ou européennes et qui répondent à certaines conditions. Donc, on va pouvoir retrouver des actions et certificats d'investissement cotés ou non cotés. Si aujourd'hui, j'ai une entreprise non cotée, je suis entrepreneur, si j'en détiens moins de 25%, je peux mettre les titres de mon entreprise dans mon PEA. Les parts de SARL sont également éligibles. On n'est pas obligé d'être sur des sociétés anonymes, des sociétés par action simplifiées. On peut être sur des SARL, ça fonctionne très bien. On peut également mettre des parts d'OPCVM, donc des organismes de placement collectif de valeurs mobilières, les fameux SICAV que vous connaissez pour certains, des FCP. On peut mettre également des fonds d'investissement dits de private equity qui investissent dans des sociétés non cotées. Et puis voilà, on a fait à peu près le tour du sujet. Alors, on peut aussi, alors là, la question portait sur le PEA. Il existe également le PEA PME qui permet en fait d'ouvrir à d'autres valeurs qui ne sont pas éligibles au PEA. Donc ça, pour les investisseurs un peu avertis qui ont envie d'aller sur l'investissement en titres, n'oubliez pas cette enveloppe. N'hésitez pas à interroger votre conseiller, d'ailleurs en la matière, si vous avez besoin d'informations complémentaires. Voilà. Bon, mais écoutez, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire qui touche à sa fin. Voilà, on
on espère voilà que la connexion a été satisfaisante pour tous. Sachez qu'un replay en fait vous sera proposé dès lundi sur notre site Caisse d'épargne. Et puis nous répondrons aussi d'une façon complémentaire à un certain nombre de questions qui ont pu être posées. Voilà. Écoutez, au nom de toute la Caisse d'épargne, voilà, merci à tous. Et puis nous vous souhaitons une très bonne fin de semaine. Au revoir.